continuer voilà, enfin, leurs projets, et trouver des amis et aussi peut-être des cofondateurs pour des projets. Donc voilà, c'est un cercle entrepreneurial en fait. Et on organise des événements comme celui-ci pour eux. Donc voilà, c'est les Gel Alumni. Et moi, je m'appelle Damir et comme déjà dit, je suis le président de l'organisation, donc un peu la personne qui fait tout, un peu. Et voilà, donc aujourd'hui, l'événement va se dérouler sur la mobilité et plus précisément sur le futur de la mobilité professionnelle. Sujet très intéressant, surtout pour les jeunes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Mais notre co-host de la BIL va vous raconter un peu plus sur ça. Et voilà, je laisse le mot à Luc qui va aussi voilà, s'introduire un peu. Donc, bonjour de ma part, je m'appelle Luc Theisen, j'ai 32 ans, je suis ingénieur et je suis aussi membre du comité de GEL Alumni. En fait, actuellement, je travaille dans la mobilité et je m'intéresse beaucoup au sujet de la mobilité parce que je pense que c'est un sujet qui touche chacun parce que chacun doit bouger chaque jour et certainement pour se rendre au travail aussi, pour se rendre à l'école, c'est un sujet qui est assez important et spécialement aussi au Luxembourg, comme on a beaucoup des flux des gens, il y a plein des gens qui viennent travailler au Luxembourg, et il y a plein de gens aussi qui bougent ici au Luxembourg et je pense que c'est un sujet assez important au niveau de tout ce qui est digitalisation, mais aussi environnement pour le futur et je suis ravi de voir qu'on a quatre invités qui travaillent tous aussi dans le sujet de la mobilité, aussi dans le sujet de la mobilité du futur. Et oui, ça c'est une petite présentation de ma part. Je vais passer la parole à Marcel Mathieu pour présenter un peu la BIL ou Bonjour. l'événement e-mobility peut-être. Oui. Oui, oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle effectivement Marcel Mathieu, j'ai 58 ans, je travaille dans le milieu bancaire depuis 38 ans maintenant. J'ai le plaisir pour le moment d'occuper la fonction de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et donc, cette responsabilité sociétale qui m'est confiée, elle s'appuie sur 4 axes principaux. Le premier, c'est l'innovation. Donc, nous sommes en support des startups et de bon nombre de startups à Luxembourg. Nous travaillons aussi sur le thème de l'éducation. Et là, c'est la relation que l'on a avec l'école de commerce et de gestion et avec la GEL que l'on a depuis maintenant 2015. Et nous sommes les heureux sponsors également de l'alumni de la GEL. On regrette un petit peu de ne pas pouvoir être en présentiel pour pouvoir échanger nos regards, nos sourires, nos discussions dans la galerie d'art et dans la salle de conférence de la ville. Ça sera pour un peu plus tard, hein, donc on fera ça un peu plus tard. Troisième axe de la Corporate Social Responsibility de la ville, c'est l'axe santé. Donc, nous travaillons notamment, bien entendu, avec la Fondation Cancer. Je dis bien entendu parce que toutes les entreprises se joignent à la Fondation Cancer, notamment pour le relais pour la vie. Et nous sommes aussi très, très proches de médecins du monde à Luxembourg. Et alors, je vais arriver au quatrième sujet, qui est l'art et la culture. Alors, et c'est là que l'on va pouvoir faire la connexion avec la mobilité. En fait, nous avons une galerie d'art au siège social de l'entreprise, galerie d'art dans laquelle passent environ 20 à 25 000 visiteurs par an. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que les expositions traditionnelles que l'on avait pourraient attirer beaucoup plus de monde en changeant un petit peu le format. Et le comité de direction a validé une nouvelle façon de procéder et d'occuper les espaces d'exposition de la banque. C'est de travailler sur une thématique qui se veut universelle, une thématique sur laquelle on ne sera pas moralisateur, mais simplement des sujets de discussion qui peuvent être ouverts, qui peuvent permettre aussi aux commerciaux, aux employés, aux visiteurs d'avoir des échanges sur un sujet intéressant de société. Et nous sommes arrivés sur le sujet de la mobilité. Et pourquoi nous sommes arrivés sur la mobilité? C'est parce que nous nous sommes tous retrouvés, hein, c'est quasi toute l'Europe en tous les cas, s'est retrouvée le 15 mars 2020 immobile quelque part. On est passé d'un monde extrêmement mobile à une situation d'immobilité, avec des choses assez intéressantes, si on peut regarder les choses ainsi, c'est qu'en étant immobile, on a quand même continué à être mobile. On a commencé à adopter des solutions de visioconférence,
On a changé complètement notre rapport au transport, hein, puisqu'on a oublié la voiture pour passer sur de l'électronique. Voilà, et on est arrivé dans une réflexion, on s'est dit en tant que BIM, mais pourquoi ne pas faire des expositions dans nos espaces qui traiteraient de la mobilité et de l'immobilité. Et donc, nous avons un programme de 4 expositions qui a démarré, le premier a démarré le 18 mars, ça ira jusqu'au mois de juin 2022, des expositions dans lesquelles on va trouver des artistes qui vont venir exposer ce qu'est la mobilité ou les mobilités pour eux, mais nous aurons également des partenaires business qui viendront présenter des sujets de mobilité qui sont futuristes, qui sont innovants et qui là aussi posent des questions. Donc, voilà, je ne vais pas vous dévoiler le nom des partenaires, vous aurez l'occasion de les voir dans toutes nos communications qui viendront. Et puis alors, on a eu une discussion avec Damir et Luc il y a environ un mois et demi maintenant, et on s'est dit, tiens, peut-être que ce serait un vrai sujet qui pourrait vous intéresser, vous en tant que jeunes et moins jeunes, puisque la mobilité nous touche tous. Voilà, je vous redonne la parole, Damir et Luc, pour la table ronde. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Marcel. Il y a déjà tout de suite une question. Si tu veux, tu peux répondre. La question, c'est quand est-ce que cette exposition aura-t-elle lieu? Donc, il y aura plusieurs expositions. Oui, alors la première exposition est déjà en cours pour le moment depuis le 18 mars. C'est la banque qui a décidé d'exposer sa propre collection d'œuvres. Donc, ce sont des artistes qui étaient déjà quelque part accrochés sur les murs de la banque et que l'on expose au grand public et qui expriment ce qu'est la mobilité et l'immobilité. On a des sculptures, on a des peintures. Deuxième exposition qui démarrera de juin à fin août, c'est Art to Cure, qui est un collectif de 17 artistes luxembourgeois qui mettent en vente leurs œuvres d'art et le résultat, le bénéfice qui est tiré ira à un centre de recherche pour personnes à mobilité réduite. Et puis le 16 septembre, nous commençons une grosse exposition qui va durer jusqu'en janvier 2022, exposition qui va démarrer lors de la Semaine de la mobilité européenne qui a lieu le 16 septembre. C'est une exposition avec des véhicules extraordinaires, mais aussi avec des artistes. Et on aura une dernière exposition qui démarrera donc fin janvier jusqu'à juin, là également avec d'autres artistes et avec d'autres business partners, toujours avec des sujets un petit peu particuliers et tout un cycle de conférences qui traitera de l'immobilité et de la mobilité. Donc, réponse dès maintenant. Voilà, avis aux amateurs. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer par la première question. Et avant de parler du futur de la mobilité, on veut bien comprendre ce qui se passe maintenant en termes de mobilité. Comment est-ce que la plupart des gens se déplacent au travail et quelles sont les méthodes appliquées en ce moment? Olivier, peut-être en tant que… oui. Mais tu peux aussi t'introduire. Oui. J'ai sauté ça. Donc, oui, voilà. Pas de souci. Merci Damir de me laisser la parole. Donc, Olivier Corman. Donc, je travaille à la BIL en tant que Head of People Care, Benefits and Solutions, donc au sein du département ressources humaines. Et donc, dans le dernier terme de mon poste, Solutions, parmi les solutions que nous proposons, sur lesquelles on a travaillé ces derniers mois, ces dernières années presque, c'est de revoir, de repenser quelque part notre plan de mobilité. Hein, donc, je vais vous en dire 2 mots pour vous dire un petit peu où on en est à ce niveau-là. Hein, je crois que pour répondre à ta question, Damir, la situation actuelle, je crois que comme dans beaucoup de sociétés à Luxembourg et de manière générale dans le pays, dans la grande région, la place de la voiture est toujours très prédominante. Hein, aujourd'hui, notamment dans les déplacements professionnels, évidemment, pour venir le matin à travailler, la voiture est très, très utilisée. On avait organisé une enquête en 2019, en l'occurrence, donc avant la crise, auprès de nos employés dans le cadre de ce plan de mobilité. On avait eu l'information que justement, on avait 69%, donc une très grande partie des employés qui se déplaçaient systématiquement
en voiture pour venir travailler le matin, hein, donc assez important. Et surtout, pas forcément toujours pour les bonnes raisons. C'est parce que, notamment, ils avaient une place de parking qui était pré-réservée. Et donc, du coup, il y avait une tendance facile, je dirais, à prendre la voiture. 25% du personnel se déplaçait en transport en commun et seulement 5% finalement utilisaient d'autres moyens de transport, dont la mobilité douce, vélo ou venir tout simplement à pied. Donc, très peu. Donc, la voiture, très prédominante. Hein, depuis la crise, évidemment, Marcel l'a rappelé, hein, tout s'est arrêté. Hein, on est devenu immobile, on se déplace très peu et on vient très peu au bureau depuis. Ce qu'on a fait quand même, et je pense que ça c'est important de le dire à ce stade, c'est qu'on a profité de cette période pour repenser et réinventer quelque part notre futur de la mobilité et de peut-être reprioriser aussi, je dirais, les actions qu'on avait prévues dans notre plan de mobilité en fonction justement des priorités de la crise. La première chose qu'on a mise en place, par exemple, c'est au mois d'octobre, c'est la mise en place d'un système dynamique de gestion de parking en interne. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais ça donne surtout des solutions à des gens qui n'ont pas le choix de venir en voiture et de pouvoir se garer à proximité de leur lieu de travail. Et ça donne aussi l'idée à d'autres de venir par d'autres moyens de transport. Donc ça, c'était pour nous important de le mettre en place à ce moment-là. Et c'était une des premières priorités en fonction de la situation Covid. On a travaillé également sur les véhicules de fonction qu'on veut rendre plus propres, plus écologiques. Donc ça a été mis en place également. Et on en a profité aussi pour réaliser des investissements au sein du bâtiment pour notamment accueillir les cyclistes de manière plus organisée et brancher avoir des systèmes de recharge pour les véhicules électriques. Donc, on a profité de cette période, je dirais, pour investir et pour nous préparer quelque part à l'après-crise. Et bien sûr, et parce que pour nous, ça paraît une évidence aujourd'hui, mais le télétravail qui est devenu la norme depuis plus d'un an faisait partie déjà à l'origine de notre plan de mobilité. Parce que je crois que ce qui est important aussi de dire à ce stade, et ça on en est convaincu, c'est que ne pas se déplacer du tout, c'est forcément, ça va dans le bon sens et dans le sens du plan de mobilité qu'on veut mettre en place pour nos employés. Alors on a d'autres sujets en cours qu'on mettra plutôt, qu'on a mis en attente maintenant et qu'on veut mettre en place, je dirais, dans l'après-crise directement. C'est le focus sur les transports en commun et la pédagogie autour des transports en commun et de la bonne utilisation des transports en commun et la dédramatisation peut-être de l'utilisation des transports en commun. Je pense que tout ça, c'est important. Et la dernière chose qui est un sujet qui nous attache depuis quelques mois maintenant, c'est la mise en place de voitures partagées, donc d'une flotte de voitures partagées qu'on mettra à disposition de nos employés au sein du bâtiment. Ce sont des initiatives qui sont dans les cartons, mais qu'on a mis légèrement en attente du fait de la crise, parce que c'était pas forcément la priorité aujourd'hui de, par exemple, inciter les gens à prendre des transports en commun du fait du virus, quoi. Merci pour toutes ces informations. Je pense que là, on a un bon mot-clé pour présenter notre prochain interlocuteur. C'est Sébastien Berthelot, c'est CEO de Movee. Je vous laisse vous présenter. Je pense que oui, vous travaillez aussi sur le sujet de la mobilité partagée et aussi de mobilité professionnelle. Absolument. Merci beaucoup pour l'intro et Olivier aussi pour la magnifique introduction du plan mobilité. Et nous, on est spécialisé, enfin Movee, on est spécialisé dans la mobilité partagée pour les entreprises. L'idée étant évidemment de transitionner d'un mode de fonctionnement où chacun a sa voiture vers un mode plus efficient, où on va être plus sur une économie du partage, donc en mutualisant les besoins et donc en mutualisant
le nombre de véhicules nécessaires pour répondre à tous les besoins. Globalement, c'est un peu notre objectif. Okay, super, merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Frank, qui est chercheur au SNT, à l'Université de Luxembourg, et aussi professeur et qui travaille sur le sujet de la mobilité autonome. Bonsoir, merci pour l'intro. Oui, mon nom est donc Raphaël Frank, je travaille au centre de recherche de l'université. Donc moi, je vais parler plutôt des aspects recherche. On travaille sur les technologies pour véhicules autonomes en tout genre. Et une des questions qui est souvent posée, c'est comment la mobilité automatisée va changer notre mobilité entre le domicile et le travail. Et je pense que c'est pas seulement la mobilité automatisée qui va changer la donne, mais c'est tout un tas d'autres technologies autour de cela. Il y en a quelques-unes qui ont déjà été mentionnées, donc mobilité partagée, mobilité on demand, transport public. Avec la mobilité autonome, tout va être dans un package. Hein. Donc, moi, je vois que la mobilité qui était très individuelle dans le passé devient plus, disons, un service dans le futur. Donc, je pense que les jeunes aujourd'hui, ils ne vont plus nécessairement vouloir acheter une voiture, mais veulent acheter un service de mobilité, mobilité à la demande, par exemple, qui pourrait être fortement automatisé. Si on s'imagine qu'on a tout un tas de voitures autonomes qui peuvent être appelées à la demande, un peu comme des services Uber, je pense que ça, ce serait très pratique déjà pour un gain de temps pour les personnes, parce qu'ils pourront travailler dès qu'ils sont dans une de ces voitures, comme ils n'auront plus besoin de conduire. Et deuxièmement aussi, ça va réduire le nombre de véhicules sur nos routes, comme vraiment les voitures seront seulement utilisées pour la mobilité. Donc, on va pas perdre de temps à les garer et qui restent immobiles presque pendant 80 à 90% du temps, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, c'est tout un tas de technologies qui vont, à mon avis, jouer ensemble pour optimiser un peu cette mobilité. Et last but not least, avec la pandémie, on a bien vu aussi que on peut également travailler de façon très efficace un peu de partout. Ça peut être à la maison, ça peut être quelque part d'autre. Donc, on a peut-être aussi besoin de se déplacer moins dans le futur pour travailler. Donc, ça, c'est encore un facteur à peut-être prendre en compte. Voilà. Merci, Raphaël. Et oui, je dirais aussi que souvent, les nouvelles façons de se déplacer se font aussi dans un mode électrique. Et là, je vais vous présenter notre dernier interlocuteur. C'est Jacques Pirou, il est Country Manager chez Plux. Et peut nous expliquer peut-être un peu ce c'est Plux et ce qu'ils font. Merci Luc. Je voudrais d'abord remercier Lorraine, Luc et Damir d'organiser cette conférence sur une thématique tout à fait d'actualité. Donc effectivement, je représente aujourd'hui Plux. Plux est une filiale d'un groupe belge qui s'appelle PowerDale, un fabricant de bornes électriques et de systèmes intelligents de gestion de l'énergie, puisque finalement l'enjeu de cette future mobilité, c'est de quitter une mobilité qui était très carbonée avec le pétrole pour se diriger vers une mobilité qui est moins carbonée et qui va permettre d'essayer de participer à diminuer cette empreinte que nous avons tous au travers des transports, notamment électriques. Donc, notre objectif est de mettre en place des solutions intelligentes parce que l'énergie, il faut la gérer de manière intelligente puisque les infrastructures actuelles sont en place. Dans un immeuble à appartements actuel, il n'y a pas de transformateur qui a été dimensionné pour prévoir la recharge de tous les véhicules des immeubles. Et donc, il faut travailler de manière intelligente en répartissant l'énergie. Donc, c'est là-dessus qu'on a concentré notre activité. On appelle ça l'EM Square ou Electromobility et Energy Management, puisqu'on a les deux EM. Et donc, ça, c'est l'objectif de la société.
Nous avons pour clients les installateurs qui vont donc, pour leurs clients finaux, qu'ils soient entreprises ou particuliers, installer des bornes de recharge adaptées en fonction des besoins de chacun, puisqu'il va y avoir des besoins autant pour des voitures dans le futur, comme l'a dit Raphaël, des voitures qui seront plus autonomes. Il va y avoir les transports. Hein. On a des bus à Luxembourg, déjà des bus électriques avec des recharges ponctuelles. On a bien évidemment le tram. Et puis aussi, il y aura des camions, des camionnettes. Enfin bon, toute la mobilité va virer vers l'électrique. Et donc, ça va avoir une grosse influence sur notre manière de consommer cette mobilité. Voilà, voilà. Très bien. Bah, alors, la question qui se pose vraiment pour arriver à ce futur où les voitures roulent elles-mêmes, elles sont électriques, et il n'y a pas pas d'émissions et tout ça, il y a certainement des défis. Quels en sont les défis principaux pour arriver à ce but? Olivier, peut-être. Vous êtes encore, on ne peut pas vous entendre. Voilà. Pardon, voilà. Pardon. Oui, à notre niveau, au niveau de la BIL, et quand on gère donc, je dirais une population d'employés, les grands défis pour nous à résoudre, c'est encore une fois par rapport à la situation d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est un réseau routier qui est saturé, c'est des embouteillages quotidiens et c'est une pollution de l'air qui est omniprésente. Hein. Donc, je crois que ça, pour moi, ce sont les vrais défis à résoudre. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est source de stress, source de maladie, source de risque d'accident. C'est des tensions aussi sur l'équilibre de vie privée, vie professionnelle. C'est des surcharges d'infrastructures. Bref, on court toujours après quelque chose. Et effectivement, il y a certainement des solutions qui existent. Hein. Parmi nos invités, on aura des spécialistes pour répondre à ces questions, pour essayer de trouver des solutions assez problématiques, parce que la problématique n'est pas seulement une question d'infrastructure. On a souvent tendance à limiter le point de réflexion des problèmes de mobilité sur il faut rajouter des autoroutes, il faut rajouter des lignes, etc. Non, il y a un autre axe de réflexion certainement. Pour nous, également, en tant qu'entreprise, il y a aussi la problématique globale des visites clients et des voyages professionnels qu'on est en train de revoir aussi à notre niveau pour la période post-Covid, parce que je crois que les attentes, et Raphaël en a parlé un petit peu, les attentes de nos clients, de nos employés ont évolué durant cette période Covid et tout ne se fera pas à l'avenir par simplement des transports et des visites clients, etc. On pourra faire beaucoup de choses aussi de manière virtuelle. Merci. Donc, j'ai encore une question pour M. Raphaël Frank. Donc, est-ce que vous pensez que la conduite autonome va aider à changer la mobilité vers le lieu de travail? Ou est-ce que c'est seulement une nouvelle technologie qui va réduire les coûts de la mobilité, mais qui ne va pas changer la façon de comment se déplacer? Je pense que la mobilité autonome va venir. Ça c'est clair. On voit de plus en plus de voitures qui sont semi-autonomes, un système d'assistance. Donc c'est quelque chose qui va venir de plus en plus. Maintenant, il y a encore quelques défis. C'est des défis, disons, sociétals, l'acceptation de ces systèmes autonomes. Après, il y a aussi encore des enjeux sur tout ce qui est légal, hein, donc qui est responsable dans le cas où une voiture autonome va causer un accident, par exemple. Et puis, bien entendu, l'aspect technologique qui est déjà pas mal avancé, mais il y a toujours encore 2-3% de cas disons, extrêmement pointus où les véhicules ne savent pas conduire de façon sécuritaire. Donc, pour moi, c'est une technologie comme une autre qui va
nous donner la possibilité de faire des trajets. Est-ce que entre le travail ou le domicile ou d'autres trajets, pour moi, peu importe. Ce qui est peut-être encore intéressant de noter, c'est que ces technologies sont, comment dire, si on regarde ça d'un point de vue transfrontalier, où on a un projet qui est en cours maintenant, il nous faut aussi encore avoir une collaboration entre différents États, qui est aussi un des points encore où on est en train de travailler dessus, mais qui n'est pas encore résolu. Aux États-Unis, c'est un peu plus simple aussi de conduire, par exemple, de façon autonome dans un désert que de peut-être conduire de façon autonome au Luxembourg avec un temps qui est beaucoup moins stable et en plus avec du trafic très dense dans un contexte transfrontalier. Donc voilà, je ne peux pas tout de suite répondre à ta question parce que pour moi, cette technologie-là, elle a à voir avec la mobilité en général, mais pas nécessairement maintenant avec avec la mobilité entre le travail et le domicile. Donc, après, encore une fois, ce qui a été déjà dit maintenant à plusieurs reprises, je pense que les outils qu'on a en ce moment pour faire la communication en vidéoconférence, par exemple, vont, à mon avis, déjà limiter les déplacements, même après la pandémie, ce qui va donc être un facteur qui va, je pense, encore jouer plus tard. Et pour tout ce qui est véhicule autonome, ce sera un déploiement graduel avec les autres technologies qu'on a déjà mentionnées et que les autres orateurs ont aussi déjà mentionnées. Merci pour ces explications. Mot-clé intéressant, c'est les défis sociétals. Et il y a une chose qui moi, personnellement, m'intéresse, c'est le fait que tout le monde aimerait bien avoir une voiture, bien que partager des voitures avec d'autres gens, comme on l'avait dit justement, ça peut avoir des avantages très, très grands. Donc, la question à Sébastien, toi, chez Moovy, parce que c'est un peu ce que vous faites, quels sont les facteurs qu'il faut adapter aller d'une mobilité où tout le monde utilise sa voiture à une mobilité plus efficace où les gens peuvent partager des conduites ensemble? Très bonne question. Je dirais que justement sur la dimension sociétale, c'est surtout un état d'esprit à changer. Aujourd'hui, on est très attaché on a un lien de propriété fort avec la voiture et c'est comme un bijou qu'on entretient, enfin, ou les générations précédentes. Et c'est intéressant de voir que progressivement, les générations qui arrivent de ton âge eh bien, sont moins attachées à l'objet en lui-même, mais plutôt à l'usage. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants et qui finalement sont nécessaires à la transition parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a le développement d'autres concepts partagés, le coworking, le co-living, et donc on est de plus en plus amené à réfléchir vers le partage, donc à se tourner vers le partage. Donc ça, c'est un des premiers freins qui commence à se lever, c'est l'acceptation du public de partager un asset commun. Après, il y a aussi, en face de ça, si on veut qu'il y ait une transition, il faut aussi qu'il y ait une offre en face. C'est-à-dire que si toi, tu as envie de partager une voiture et qu'il n'y en a pas de disponible, évidemment, tu vas te retourner naturellement vers un modèle traditionnel où tu vas acheter ta propre voiture. Donc, il faut aussi que l'offre s'étoffe. Et pour que l'offre s'étoffe, ça c'est mon point de vue, c'est que les entreprises ont un rôle important à jouer. C'est-à-dire que globalement, tu passes la plupart de ton temps sur ton lieu de travail, on le passait avant la crise. Et du coup, les entreprises peuvent aussi participer à ce changement de perspective pour la mobilité, où tu sais que dans les packages salariaux, souvent, on introduit une voiture, c'est comme un avantage, ça fait plaisir aux collaborateurs d'avoir une voiture, au même titre que des tickets restaurants, etc. Et l'entreprise a son rôle à jouer, de transitionner aussi vers des alternatives proposées aux employés, le choix entre évidemment la mobilité individuelle, parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas tout le temps partager, on a des
des contextes familiaux qui sont différents, des localisations, enfin plein d'éléments qui font qu'on ne peut pas toujours partager, mais un employé peut avoir le choix entre différents modèles. Et donc, si l'offre s'étoffe, eh bien, tu auras le choix de transitionner vers une mobilité plus partagée. Et globalement, ce qui, moi, m'a poussé aussi dans cette direction, c'est de voir que la journée, quand tu regardes les parkings des entreprises, ils sont pleins de voitures totalement statiques qui ne servent à rien et que globalement, tous ces assets pourraient être utilisés différemment. Et l'idée, c'est vraiment de mutualiser tout ça et ça n'a pas de sens d'un point de vue écologique d'avoir évidemment plus d'une voiture dans une famille, ou voire en moyenne à Luxembourg, on est à 3, je crois. Et donc, si on prend les deux idées traitées par Raphaël et par toi maintenant, l'IA et les voitures autonomes avec le car sharing, est-ce qu'un futur où on voit, disons, une entreprise, ça peut être Uber, ça peut être quelqu'un d'autre, où personne va avoir des voitures, mais tout le monde va juste, en fait, utiliser les voitures comme en tant que service. Est-ce que c'est un futur possible? Est-ce qu'on on va réussir à nous détacher complètement de ce désir de posséder une voiture de luxe ou une voiture en soi? Moi, j'espère. Après, je pense qu'il y a une vraie dimension justement sociétale où tant que la voiture représentera un positionnement social, eh bien, les gens ils seront attachés parce que si tu réussis dans la vie, eh bien, tu auras une belle voiture. Ça a toujours été comme ça et comme une belle maison. Et donc, et si on arrive progressivement à casser un petit peu ce lien entre ta réussite professionnelle et ta voiture, on tendra à ça. Et pour rejoindre les propos de Raphaël, je pense que globalement, si tu imagines une voiture autonome en car sharing, c'est ni plus ni moins que du transport en commun sans chauffeur, simplement sur des plus petits véhicules. Mais tu vois, je pense qu'à terme, on va aussi mixer. C'est important aussi de faire la distinction entre du car sharing et du carpooling, donc du covoiturage et de l'autopartage. Donc, si tu imagines que dans une voiture partagée, eh bien, en plus, tu mets plusieurs passagers, eh bien là, tu as un modèle qui est d'autant plus efficient. Parce que un des autres problèmes aussi, c'est que dans un véhicule, on met à peine plus d'une personne en moyenne sur les transports. Donc, évidemment, tu as une empreinte au sol qui est beaucoup plus importante. Si tu mets 4 personnes dans une voiture, tu n'as quasiment plus d'embouteillage à Luxembourg. Et aussi, c'est intéressant parce que si les gens ils ne possèdent plus les voitures, je pense qu'il faut aussi adapter un peu l'infrastructure, spécialement si on travaille aussi avec des voitures électriques. Je pense que si la voiture ne m'appartient pas, il faut aussi trouver une solution. Comment charger les voitures? Qui va payer pour ces voitures? Je ne sais pas. Est-ce que Jacques, est-ce que vous avez déjà travaillé sur des solutions comme ça ou... Alors, on n'a pas encore travaillé sur des véhicules autonomes et la recharge automatique qui est liée. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, Londres a annoncé que pour la fin de l'année, ils auraient les premiers véhicules autonomes qui vont démarrer fin d'année. Donc, je pense que c'est tout à fait d'actualité. Maintenant, à l'heure actuelle, certains fabricants ont déjà réfléchi à la recharge automatisée. Je pense que le fabricant américain bien connu Tesla avait sorti un modèle de bras mécanique et brevet a été déposé pour pouvoir permettre la recharge. Le groupe VW a également développé un concept de recharge mobile dans les parkings publics. Donc, il y a des projets. Notre entreprise est principalement basée sur d'offrir des solutions pragmatiques. Donc, on a travaillé, nous, plutôt sur l'équivalent de la carte essence, par exemple. Jusqu'à présent, un véhicule de société est muni d'une carte essence que l'employeur prend en charge les frais. Eh bien, pour la recharge, on a fabriqué un câble intelligent qui est doté d'un GPS et qui permet d'être remboursé des frais d'électricité consommés ailleurs qu'au travail. Donc, si on recharge à la maison, si on recharge à l'extérieur, en visite à l'extérieur, on a des frais liés à cette consommation. Eh bien, comme c'est un véhicule de société, on pourra être remboursé. Donc, pour l'instant, on s'adapte en fonction des besoins du marché. Il est évident qu'à partir du moment où les véhicules autonomes verront le jour, nous aurons des solutions puisque la technologie est là. Et nous essayons de répondre au plus grand nombre pour faciliter cette transition en douceur. Ce qui est important à retenir, c'est que la règle générale en électromobilité, c'est la charge lente, contrairement à ce qu'on peut penser. Et si vous posez la question, et on rejoint ça
certains raisonnements que Sébastien a évoqués. Vous demandez à un client, est-ce qu'on vous installe à la maison une borne rapide ou une borne lente? 90% des consommateurs vont répondre, mais une borne rapide, bien évidemment. Alors que le bon raisonnement, tant pour l'opérateur et le gestionnaire du réseau qui doit faire face à ces consommations, ces pics de consommation, que pour la batterie et la préservation de l'outil, de la batterie, qui est quand même le cœur finalement de la longévité de ce véhicule, eh bien, il est important de privilégier la charge lente tant que faire se peut. On doit réserver la charge rapide uniquement pour les longs trajets où là, finalement, on veut limiter le temps d'arrêt et essayer de viser à combiner le temps d'arrêt avec une pause, avec un repas, avec voilà. Donc là aussi, on va voir une évolution au-delà de la mobilité. On va voir des infrastructures qui vont évoluer. Donc on va voir des stations-service qui vont se transformer en lieux où on va passer plus de temps. Et donc on va pouvoir voir une série de services qui vont s'adapter. Ça va être des loisirs ou d'autres choses de courte durée. Ça peut être 1 à 2 heures, mais aussi de permettre justement ces arrêts, de retrouver le plaisir d'apprécier le voyage et pas seulement de se dire je monte dans ma voiture, je fais 8 heures d'affilée, plein pot et sans m'arrêter. Bon, voilà, il suffit de discuter. Je pense que Marcel en a parlé, ou même Olivier. C'est vrai que c'est dans la mentalité parce qu'on a encore des habitudes. Et donc, comme le disait Sébastien très justement, on doit revoir ses habitudes, changer. Et donc, il y a tout un côté pédagogique important. C'est d'ailleurs ce qu'on fait également, puisqu'on donne des formations à ce sujet-là, notamment dans les sociétés de leasing, où pour l'instant, eh bien, c'est une complète transition, c'est une disruption finalement économique du marché de cette mobilité et du marché en général, qui va avoir un énorme impact sur notre industrie européenne automobile notamment, parce qu'on a malheureusement pris le train en marche un peu trop tard. Il y a eu beaucoup de résistance, la fameuse résistance au changement, qui s'applique non pas seulement à l'être humain, mais également aux chefs d'entreprise. Et malheureusement, on va devoir rattraper un peu le train en marche. Merci. Donc, Olivier, là, j'aurais aussi une question pour vous. Est-ce que pour le moment, souvent les packages pour les salariés, en fait, ils incluent une voiture? Est-ce que vous en pensez de changer ça un peu dans le futur ou est-ce que vous pensez que ça va rester quand même encore une incitation aux employés pour venir travailler chez un employeur qui offre aussi des voitures dans leur package de salaire? Alors, de ce que je peux voir aujourd'hui sur le marché, et nous particulièrement à la BIL, il n'est pas prévu aujourd'hui de revoir ce package dans l'immédiat. C'est une tendance. Par contre, c'est comment l'employé appréhende quelque part cet avantage. Donc là, il y a plusieurs options qui sont ouvertes pour l'employé. C'est soit de prendre le package pour prendre une voiture, soit de l'utiliser pour autre chose liée à la mobilité. Donc là, on ouvre déjà un champ assez important. Soit d'utiliser ce budget de manière partagée, avec une partie voiture, une partie mobilité douce, une partie transport en commun. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est en réflexion. Et une réflexion également qu'on a avec nos délégués du personnel, c'est de travailler sur un budget mobilité. Donc là aussi, c'est une tendance profonde de réflexion. Mais je dirais quand même à court terme, soyons réalistes, la voiture reste quelque chose d'important pour bon nombre de nos employés et il serait délicat de retirer ou de changer cet avantage dès à présent. Mais en tout cas, c'est une tendance de fond et je pense qu'elle est là. Merci. Je voulais aussi juste une fois dire si quelqu'un de l'audience aimerait bien poser une question, ça c'est bien possible. Donc vous pouvez utiliser la fonction chat ou la fonction question and answers juste pour poser des questions, ça c'est toujours possible. Donc n'hésitez pas à s'adresser, vous pouvez vous adresser à quelqu'un de nos invités pour poser une question au cas où.
Oui, donc sinon, oui, je pense qu'on a bien parlé maintenant des différentes possibilités, comment se rendre au travail, comment ça se fait aujourd'hui, comment ça va se faire dans le futur. Maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, est-ce que vous pensez que les entreprises doivent aussi pas seulement passivement donner la possibilité aux gens de changer leur mode de mobilité, mais est-ce que les entreprises n'ont pas aussi une certaine responsabilité d'essayer vraiment de ne plus donner aux gens la possibilité de venir en voiture? Parce que c'est quelque chose qu'on peut voir déjà dans la politique aujourd'hui. Normalement, si vous construisez un nouveau siège, la politique ne vous autorise plus de mettre pour chaque employé un emplacement de parking dans l'immeuble du bureau. Et comme ça, en fait, en limitant les places de parking, les gens, ils doivent s'adapter, ils doivent aussi trouver des nouvelles façons pour venir au travail. Est-ce que vous pensez que ça, c'est aussi une bonne politique ou est-ce qu'on devrait plutôt essayer d'éduquer les gens et de les laisser choisir eux-mêmes comment venir au travail? Je peux juste rajouter un mot et je laisse la parole à mes collègues, mais disons par rapport à la politique Bill, c'est ce que je disais dans mon introduction au départ. Hein. On a une responsabilité, et je crois que la responsabilité, elle est à tous les niveaux. Elle est au niveau du gouvernement, des décideurs pour les infrastructures, et pas seulement routiers, mais aussi des bornes et de tout ce qu'il faut mettre en place justement pour que l'offre change. On a une responsabilité évidente en tant qu'entreprise de changer les choses. Et donc, le plan de mobilité chez nous, il est là justement pour changer les habitudes. Et aujourd'hui, on est à 70% et l'objectif, c'est vraiment de baisser cette approche de venir en voiture. Elle est également, je veux aussi insister, individuelle. Hein, et donc là, l'entreprise, elle a aussi un rôle, je pense, d'éducation, de pédagogie, de présenter quelque part les offres alternatives à la voiture au personnel pour que chacun individuellement puisse choisir demain sa solution peut-être alternative à la voiture, la meilleure par rapport à sa situation personnelle, comme le disait Sébastien tout à l'heure. Peut-être il y a quelqu'un d'autre qui aimerait bien réagir une fois. Je pense qu'en termes de résistance au changement ou de changement et de politique pour essayer de faire changer, finalement, c'est surtout au niveau de répondre aux besoins des utilisateurs et surtout, c'est de faire évoluer les utilisateurs vers de nouvelles émotions. Il suffit d'aller voir un vendeur de véhicules électriques. On ne vous présente plus spécialement les fonctionnalités parce que les fonctionnalités d'une voiture, je pense, sont connues. Mais par contre, c'est de retrouver un certain plaisir tout à fait différent par le silence du véhicule, par le fait qu'on a une puissance disponible, par le fait que on ne doit plus prendre le temps d'aller à la station-service puisque, grosso modo, prendre son énergie, on le fait à la maison ou au bureau. Donc, il y a des côtés tout à fait innovants. Et donc, je pense que ça aussi, c'est un des critères vraiment intéressants de cette évolution, de cette mobilité. Mais comme le disait Sébastien, et je pense que je le laisserai compléter, c'est cette évolution vers une mobilité comme service qui va permettre une multimodalité. Le ministère avait fait il y a 2-3 ans une campagne où ils proposaient, où ils insistaient sur la variation dans les moyens de transport. Si un jour il fait beau, on peut utiliser le vélo. Si un jour il fait mauvais, on utilisera un autre moyen de transport que peut constituer le train ou le bus. Donc c'est dans la diversité. Et là aussi, je pense qu'il y a des motivations à trouver, à développer en collaboration, comme le disait Olivier, entre le partenariat public et privé et de faire évoluer aussi les coûts. Il faut savoir que dans des solutions de mobilité as a service, on va diminuer les coûts autant pour l'employé que pour l'entreprise, puisque quelque part, la prise en charge sera divisée par le nombre d'utilisateurs et donc une optimisation des moyens financiers. Une voiture ne rapporte pas d'argent. Pour ceux qui connaissent un peu l'économie, ça coûte même beaucoup d'argent par rapport à l'investissement que ça représente et le service qu'elle rend. À l'heure actuelle, dans nos schémas actuels, comme l'a cité Sébastien, 90% du temps, un véhicule reste en place.
Et donc, là aussi, c'est une aberration économique que si on prend un peu de distance, Helicopter View, on se rend compte que ça n'a pas de réel fondement, en tout cas économiquement parlant, c'est une claire aberration. Voilà, donc ça c'est aussi un des éléments, je pense, qui est important dans le processus de décision des utilisateurs. Juste aussi pour rebondir sur sur ces éléments, à ce que disait Luc, il y a un élément de changement auprès des êtres humains qui est que finalement, si on leur laisse le choix, si on vous laisse le choix à tous entre deux solutions, vous allez forcément tendre vers celle qui, à vos yeux, vous apporte le plus de confort. Après, en effet, les pouvoirs publics ont tendance maintenant à restreindre au niveau des constructions le nombre de parkings attribués à des lots, à des immeubles de bureaux. Donc forcément, ça représente une contrainte qui fait que, en tant qu'être humain, on doit s'adapter à cette contrainte. On a cette capacité de s'adapter. Mais tant qu'on n'impose pas, tant que quelqu'un n'impose pas de contraintes, bah, le changement n'est pas forcément nécessaire. Donc, ces contraintes-là vont amener les gens à changer leur vision des choses. Et encore une fois, si on vous contraint à certaines choses, eh bien, il faut qu'en contrepartie, il y ait des solutions. Parce que la contrainte sans apporter de solution n'a pas de sens. Donc, voilà, je veux juste… C'est ce qu'on a vu souvent pour le moment, en fait, sur des nouveaux sites où il se développaient des nouveaux quartiers. En fait, ils ont tout d'abord limité le nombre de le parking sans penser comment les gens ils peuvent se rendre après au travail. Donc, je suis bien d'accord, s'il n'y a pas de solution pour les gens d'avoir des différentes possibilités pour se rendre au travail, aussi pour se rendre pour n'importe quelle mobilité, c'est important qu'on a des solutions avant de limiter l'offre de places de parking, par exemple. On parlait tout à l'heure, donc Jacques parlait de multimodalité. C'est vrai que moi, je suis un fervent défenseur du concept de multimodalité. Par contre, en effet, sur certains quartiers, on aimerait que les gens puissent avoir l'alternative entre une voiture et un vélo quand il fait beau. Mais si tu n'as pas d'infrastructure nécessaire pour pouvoir faire du vélo dans de bonnes conditions, tu ne le fais pas non plus. Donc, bien sûr, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Donc, il faut faire les choses par étapes. Mais c'est clair qu'une évolution en termes d'infrastructure, des contraintes et des solutions, il faudrait qu'elles soient amenées de manière parallèle pour que chacun puisse faire le bon choix aussi en fonction de ses contraintes personnelles. Je vois qu'il y a une question qui est rentrée. Donc, Virginie Ducommun pose la question à Raphaël, je pense, sur les voitures autonomes. Donc, où est-ce qu'on est sur la législation? À Conter, nous opérons une navette autonome depuis 2 ans avec Saarland-Lenz, mais l'accompagnant est encore obligatoire. Donc, à quand est-ce que la vraie autonomie? C'est une très bonne question et je pense que tout le monde connaît un peu ce projet. C'est le projet à Contorn. Ils étaient aussi au Parfendal, donc c'est une navette Navia qui est complètement autonome mais qui a toujours besoin d'un opérateur et qui roule au maximum, je pense, jusqu'à 20 km/h. Donc, c'est plutôt un démonstrateur pour montrer un peu les technologies des voitures autonomes. Par contre, ça ne va pas résoudre un problème de mobilité. Et c'est clair que un des problèmes qu'on a encore au jour d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est la législation autour. Et on n'a pas encore de solution immédiate pour ça. Donc, en ce moment, on a toujours les systèmes qui s'appellent des systèmes d'assistance, hein, même si Tesla aime appeler ça un autopilot, ça reste des systèmes d'assistance pour conducteurs et le conducteur reste la personne responsable. Maintenant, il faut se poser la question si on a une machine qui va conduire et s'il y a un accident qui se poursuit, alors il faut vraiment définir quel sera le cadre légal derrière. Et il y a beaucoup de questions, extrêmement beaucoup de questions qui se posent du point de vue éthique. Aussi, si on a, par exemple, si la machine ne peut pas faire le choix ou doit faire un choix entre cracher la voiture ou dans un mur, potentiellement risquer la vie du passager ou renverser
un piéton, alors vous voyez, là, on a vraiment un dilemme. Donc, c'est un dilemme qui se pose d'un point de vue technologique, là, et ce n'est pas encore résolu au jour d'aujourd'hui. Ce que moi, je pense personnellement, c'est que on aura cette automatisation de façon graduelle dans différents environnements. Donc, par exemple, des environnements qui ont moins de risques d'imprévus, comme par exemple des autoroutes où on a peut-être même des voies dédiées aux véhicules autonomes où on peut opérer à une certaine sécurité, où le constructeur peut prendre une certaine part de responsabilité qui nous donnerait la possibilité d'avoir des systèmes très autonomes déjà d'ici quelques années. Mais d'avoir une autonomie complète dans des environnements urbains, c'est encore quelque chose qui, à mon avis, est assez loin. D'un point de vue technologique, oui, mais surtout aussi d'un point de vue législatif et encore une fois sociétal, hein, qui est aussi quand même des facteurs majeurs encore ici à considérer. Il y a aussi des efforts supranationaux par exemple, l'Union européenne qui essaye déjà, tout le topic de l'IA, c'est tellement débatté. Il y a des gens qui essaient de le réglementer, mais c'est pas vraiment réglementé. Et que va-t-on faire de cela? Il y a tellement de questions. C'est difficile de réglementer parce que l'intelligence artificielle, c'est souvent une black box. Donc, c'est pas comme disons tout ce qui est informatique traditionnelle où un développeur écrit un code et il sait exactement ce que ce code va faire. Une intelligence artificielle est souvent basée sur des réseaux de neurones. Et là, il y a des décisions parfois qui sont prises qui ne sont pas très, comment dire, on ne peut pas les documenter de façon très déterministique. Donc, c'est aussi un peu ça le problème. Et il y a vraiment une grosse communauté de recherche qui en ce moment se penche sur la question et aussi essayer d'un point de vue technique d'avoir plus de garanties qu'une IA fasse ce qu'elle doit faire dans un environnement donné. Et Raphaël, donc toi, tu penses quoi? Tu as certainement vu les efforts de l'Union européenne de réglementer des méthodes statistiques ou tu t'en connais sûrement. Tu penses quoi du fait de réglementer les outils plutôt que les façons d'utilisation? Il y a... Alors, il y a des approches qui utilisent des certifications ISO qui ont été définies il y a quelques années maintenant, qui essayent à travers tout un tas disons, de mécanismes de sauvegarde autour d'essayer de garantir qu'un système, même s'il donne une réponse incorrecte pour une manœuvre de conduite, puisse quand même être débranché avant qu'un accident se passe. Pour l'instant, à ma connaissance, des systèmes comme ça ne sont pas encore commercialisés. C'est toujours au stade de la recherche. On a des IA qui sont embarquées dans des voitures, qu'on a même dans les voitures commerciales aujourd'hui, mais c'est plutôt des IA qui font la détection de panneaux de signalisation. Donc, plutôt des fonctionnalités moins critiques, hein. Donc, tout ce qui est, il faut vraiment faire conduire la voiture de façon complètement autonome, de garder une trajectoire, de réguler la vitesse et tout ça, pour l'instant, n'est pas encore fait par des intelligences artificielles. Du moins, pas pour des produits commerciaux. Merci. C'est peut-être même un bon moment parce qu'on arrive un peu à notre démarquage de 1 heure, de fermer la discussion et peut-être de le résumer en quelques mots. Donc, ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes d'abord, des contraintes technologiques, infrastructurelles, gouvernementales et législatives. Mais voilà, dans les meilleurs cas, le futur sera plus commun si on part de l'hypothèse qu'on va résoudre tous ces problèmes sociétals que tout le monde voilà, veut
avoir sa propre voiture. Si pour moi aussi, peut-être pour conclure, ce que moi je dirais, c'est qu'on a deux sujets à résoudre dans le futur. C'est une fois peut-être de limiter un peu plus la mobilité, de voir que les gens ne doivent plus se déplacer chaque jour pendant 1 heure pour se rendre de A vers B. Donc maintenant déjà avec la crise, on a eu les nouvelles façons de travailler avec les vidéoconférences et avec le travail à domicile. Donc ça va limiter peut-être déjà les trajets journaliers, mais aussi que je pense que les gens et aussi la politique, ils doivent trouver des solutions pour que les gens ne doivent plus faire des trajets de 60, de 100 km par jour pour faire leur vie journalière. Donc ça c'est un sujet. Donc d'un part, c'est de trouver des solutions pour pouvoir offrir une bonne mobilité aux personnes. Et l'autre part, c'est aussi de voir que les gens ne doivent plus se déplacer chaque jour sur des distances énormes. Et ça, je pense que ce sont deux sujets ou deux points à retirer pour le futur. Et je pense que ce sont les entreprises, c'est la politique et ce sont aussi tous les êtres humains qui doivent faire qui doivent participer à changer la mobilité de demain. Oui, merci à tous nos interlocuteurs, merci à la BIL de nous avoir donné cette plateforme et de nous avoir accueillis. Malheureusement pas en présentiel dans la BIL de l'auditoire, mais je pense que là, après 1 an de Covid, chacun il est habitué à des conférences visio, même si on préférait de se voir en personnel, mais donc ça c'est pour la prochaine fois. Donc merci à tous et à toutes et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous.